Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. À partir de ce lundi 19 septembre se tient au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs chefs d'État africains participent à ces travaux et la question des réfugiés occupe une place centrale. Alors, quels en sont les enjeux pour l'Afrique? Pour en parler, nous recevons le politologue sénégalais Ouma Ba. Il est notre invité du jour. Ouma Ba, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Je salue votre maison et l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs en souhaitant une excellente 11e session à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Alors, ce mercredi 14 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a lancé un appel à l'endroit des États. Il dit ceci, je le cite, « Il faut que davantage de pays réinstallent plus de personnes chassées de leur foyer. Davantage de pays doivent reconnaître les avantages de la migration et tout le monde partout doit dénoncer l'animosité à laquelle sont confrontés tant de réfugiés, de migrants et de minorités. » Quelle est l'importance de cet appel pour l'Afrique? C'est un appel presque révolutionnaire pour un secrétaire général des Nations Unies qui aujourd'hui est en train de tirer presque sa révérence à la tête de l'institution universelle. Mais je crois que la première responsabilité incombe d'abord aux Nations Unies, qui a les moyens avec son fonds d'urgence pour pouvoir venir en aide aux États africains. Je crois que le secrétaire général des Nations Unies sait très bien que les États africains, même s'ils ont la bonne volonté, ils ont parfois des limites. Alors, plusieurs pays africains ont anticipé cet appel, notamment le Cameroun qui, à lui seul, accueille plus de 350 000 réfugiés sur son sol, à l'est, les Centrafricains, et dans l'extrême nord des Nigériens. Malheureusement, la générosité camerounaise contraste avec la situation dans l'est du continent. Comment l'expliquer? Oui, on peut l'expliquer parce que tout simplement le Cameroun est relativement stable, même s'il y a parfois les excursions de Boko Haram, mais c'est un pays relativement assez stable. Mais dans les autres pays, si vous regardez bien jusqu'à la Corne de l'Afrique, vous avez une instabilité beaucoup plus chronique et l'essentiel de ces États sont traversés par des logiques de porosité de frontières. Ce qui fait que plus des logiques convulsives internes, soit de révolte populaire, soit cela combiné avec des mouvements indépendantistes ou sécessionnistes. Donc au fond, la gestion des équilibres socio-économiques et sécuritaires est un préalable important pour être en mesure de gérer les réfugiés qui viennent à l'intérieur d'un État. Mais bien sûr, parce que tout dépend de ce qu'on appelle la fragilité des États. Et le critère le plus pertinent, c'est celui de la stabilité des États. Si les États n'ont pas de stabilité, n'ont pas de sécurité, ils ne peuvent pas accueillir de manière fondamentale, parce qu'ils sont dans une logique eux-mêmes de survie. Et donc, l'élite au pouvoir qui est là, pense d'abord à sauvegarder sa chaise avant de penser aux autres nationaux, a fortiori les réfugiés. Alors, pour revenir au Cameroun et ces choses inédites, le gouvernement a signé en août 2016 avec le HCR une convention où finalement l'État camerounais prendra en charge 30% des frais de santé des réfugiés, ce qui représente à peu près 4 milliards de francs CFA. Comment comprendre cette bonne volonté du gouvernement camerounais? Comment faire en sorte que cette volonté fasse école sur le continent? Oui, je crois que c'est une volonté qui mérite d'être saluée, une politique qui est en train d'être menée, et je crois qu'il faut dire chapeau au gouvernement camerounais, que les autres doivent aussi s'inspirer de cela. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'au niveau de l'Afrique, on puisse avoir un fonds, à l'image du fonds d'urgence des Nations Unies, pour venir en aide d'abord de façon plus pertinente, plus rapproché. Qu'est-ce qui justement empêche la mise en place de ce fonds qu'on pourrait appeler un fonds africain d'aide aux réfugiés? Il y a deux questions qui sont connexes. Il y a une question de paupérisation des États, surtout depuis que l'Union africaine souffre du manque de contribution tangible de la Libye. N'oublions pas que sous Kadhafi, il y avait une sorte de perfusion assez soutenue, donc des contributions, plus des retards de cotisation de certains pays membres. Donc cela fait que le budget de l'Union africaine est
pas suffisamment. Donc la disparition de Kadhafi impacte aussi négativement la gestion des réfugiés sur le continent, dites-vous? Bien sûr, parce que les États majeurs qui contribuaient, il y avait bien évidemment la Libye, il y avait aussi l'Égypte, il y avait des pays comme l'Algérie et l'Afrique du Sud qui avaient l'essentiel de la plus grande contribution, plus le Nigeria. Aujourd'hui, Kadhafi n'est pas là, la Libye est dans une situation de guerre civile, quasi-guerre civile, et donc ces hydrocarbures sont presque sous le contrôle de milices, etc. Et donc, la Libye ne parvient plus, n'est pas un État stable, à fortiori de pouvoir penser et contribuer de façon tangible aux Nations Unies. Alors, en Afrique de l'Ouest, il semble avoir aussi des États qui ont la bonne volonté, en tout cas où les réfugiés semblent être bien accueillis. C'est le cas notamment du Libéria, du Ghana, de la Sierra Leone, où sont réfugiés des Ivoiriens et qui refusent, ou du moins qui ne se pressent pas pour rentrer chez eux, en dépit de l'appel lancé par leur gouvernement. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont très bien intégrés dans leur pays d'accueil. Oui, mais si dans leur pays d'origine, il n'y a pas suffisamment de paix, et si dans leur pays d'origine, peut-être, ils ont eux-mêmes, parfois même, certains réfugiés sont réfugiés, voire, comment dirais-je, des asiles politiques. Et donc, tout dépend du mobile pour lequel ils ne veulent pas partir. Soit ils sont bien intégrés, soit ils ont pu fonder un foyer, soit ce sont des éléments qui sont recherchés ou peut-être qui traînent des crimes de sang, n'est-ce pas, par devers eux. L'Europe fait face, elle aussi, à la problématique des réfugiés. On voit des campements qui sont démantelés pratiquement au quotidien en France et ailleurs. On voit même qu'elle sous-traite la question des réfugiés avec la Turquie. Comment expliquer que même les pays riches et stables ont du mal à gérer la question des réfugiés? Par rapport à l'Europe, je crois qu'il y a deux questions qui se télescopent. Oui. Il y a la question de la consolidation de l'Europe après le Brexit, et donc incidemment la montée des extrêmes, notamment l'extrême droite, donc le nationalisme, le souverainisme. Et à partir de ce moment-là, l'étranger est perçu comme un intrus, quelqu'un qui vient profiter des bienfaits de la sécurité sociale et qui n'apporte pas grand-chose. Donc les logiques politiques internes expliquent deuxièmement, cette faiblesse de l'Europe. Bien évidemment. Et deuxièmement, de façon beaucoup plus tangible, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il est trop facile et trop commode parfois, et même paresseux, de dire que c'est l'étranger qui est la cause fondamentale, comment dirais-je, des souffrances en Europe. D'autant plus que, si vous regardez très bien, le taux d'absorption en France, c'est 200 000 à peu près arrivés par an. Et 200 000 arrivés par an, c'est sur... Ça, c'est pour les migrants, bien entendu. Oui, les migrants, ça fait 10 millions. Bon, c'est pas 1 million, c'est pas pertinent du point de vue, comment dirais-je, des déséquilibres sociaux, ethniques et même nationaux en France. Vous pensez que l'Europe devrait faire plus? Devrait faire plus et a beaucoup plus de moyens pour le faire. Mais il y a des contingences politiques. N'oubliez pas que l'essentiel du couple franco-allemand, qui est le moteur de l'Europe, et les deux leaders sont dans une impasse politique et aussi, d'autre part, sont à quelques encablures d'élections qui peuvent être critiques pour eux. Oumar Ba, merci à vous d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie et restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.